les plus grands experts venus des 4 coins du monde sur les enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle. Et cet après-midi, nous sommes très honorés de pouvoir assister à la présentation de la vision et de la stratégie française par le président de la République. Alors, mais sans plus attendre, je vais laisser la parole à Alain Prochian, qui est l'administrateur du Collège de France et qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans ce magnifique lieu. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, j'ai le plaisir d'ouvrir cette dernière partie de la journée consacrée à l'intelligence artificielle et l'honneur, Monsieur le Président, de vous accueillir. Cher Cédric, 150 ans très exactement après Claude Bernard et son rapport sur les progrès et la marche de la physiologie générale remis à l'empereur en 1868, tu remets le tien au président Macron. Le parallèle est intéressant car dans les deux cas, il est conseillé aux autorités de donner au génie français les conditions de son épanouissement. De nombreux points, souvent soulevés dans ce rapport, sont généralisables au-delà de l'intelligence artificielle. Embaucher plus de jeunes chercheurs, prolonger la vie active de ceux qui y inventent, offrir des outils de recherche plus attractifs et des salaires plus élevés, renforcer les liens entre recherche et innovation, faire que l'industrie digère l'innovation pour augmenter le contenu technologique de son offre. Cela concerne tous les secteurs. Cela exige aussi qu'on décolle enfin, 20 ans après Lisbonne, des 2,25% du PIB affectés à la recherche et au développement, quand nombre de pays ont déjà dépassé l'objectif des 3% et visent les 3,5, voire les 4%. Entre la France et l'Allemagne, le différentiel annuel est de 16 milliards, 4 pour la recherche académique et 12 pour l'innovation. Dans la division mondiale du travail, l'enjeu est de rester dans le groupe qui croit en un avenir construit sur une économie de la connaissance. Il y a urgence. Pour réussir, l'argent est nécessaire, mais pas seulement. Il faudra bousculer les conservatismes, résister à ceux qui croient que ce qu'ils ont connu doit toujours être, refuser de suivre ceux qui prétendent irréaliste et impossible ce qui est rationnel et nécessaire, le tout en préservant les valeurs de la science. Je suis donc, comme tous ici, Monsieur le Président, curieux de vous entendre, non sans espérance, mais sans renoncer non plus à l'esprit critique, heureux en tout cas de vous recevoir aujourd'hui au Collège de France. Merci, Monsieur l'administrateur. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Cédric Villani, député de l'Essonne, mathématicien, médaille Fields en 2010 et donc pilote de la saisine de la mission solaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Commissaire, Monsieur l'administrateur, cher Alain, chers collègues universitaires et parlementaires, chers collègues et amis, c'est avec émotion et fierté que je remets officiellement aujourd'hui ce rapport, en votre présence, Monsieur le Président, ce rapport commandé par le Premier ministre Édouard Philippe. Ce rapport porte sur la stratégie française en matière d'intelligence artificielle et c'est un sujet qui concerne bien sûr aussi l'Europe et qu'il faut aborder avec le recul mondial, comme l'a bien montré la richesse des regards internationaux croisés du colloque de ce matin. Ce rapport est le fruit d'un travail de longue haleine, 6 mois, et ce n'était pas trop. C'est aussi le fruit d'un travail de synthèse qui s'est nourri des rapports de France IA, de l'Office parlementaire scientifique, de la CNIL, du Conseil de l'orientation pour l'emploi. Ce rapport est surtout le fruit d'un travail d'équipe. Avec à mes côtés Marc Schonauer, Yann Bonnet, Charlie Berthet, Anne-Charlotte Cornu, François Lévin, Bertrand Rondepierre, une équipe de rêve comprenant des compétences en recherche informatique, sciences des données, apprentissage automatique, mais aussi philosophie, droit et sciences humaines en général. La combinaison de talents qui demain permettra d'aborder les sujets multiformes de l'intelligence artificielle. Car l'intelligence artificielle s'invite dans tous les sujets et les transforme. C'est de la science et de la technologie, mais c'est aussi tout le reste. Économie, formation, éthique, valeurs, projets de société, lutte contre les discriminations, lutte pour l'inclusion, pour l'amélioration de notre bien-être et de notre environnement.
C'est pourquoi, au fur et à mesure de notre mission, la liste des contributions s'est allongée et diversifiée. 450 personnes auditionnées en France et à l'étranger, des déplacements à Palo Alto, Londres, Lisbonne, Bruxelles, Haïfa et Tel Aviv, Ratisbonne, Berlin, Zurich, Beijing, Bologne. Nous n'avons pas eu le temps de programmer un voyage au Québec, mais c'est le Québec qui est venu à nous, en un sens, puisque le Premier ministre du Québec est venu nous rendre visite à Mounir Majoubi et à l'équipe de la mission pour parler d'intelligence artificielle en particulier. Une consultation publique s'y est ajoutée, à laquelle plus de 1600 personnes ont participé. Une comparaison internationale de la Direction générale du Trésor, un rapport de France Stratégie rendu public aujourd'hui, des contributions de mes collègues députés, Éric Botorel et Paolo Forteza sur les données, un énorme travail de ma collègue Valéria Muntianfort et de son équipe, et des contributions de think tanks et de clubs de réflexion politique à Paris et en région qui ont apporté spontanément leur pierre à l'édifice. Quel enthousiasme! De toute cette riche information, il fallait donner du sens. Donner du sens, c'est tout à la fois savoir comment guider, proposer des axes d'action pour la puissance publique. C'est aussi rechercher la signification derrière toutes ces actions parfois mystérieuses avec l'obscur travail des algorithmes si puissants et si mystérieux. Donner du sens, c'est aussi expliquer à tous, car l'intelligence artificielle est l'affaire de toute la société. Ce rapport aborde successivement la politique économique et la politique des données, la recherche, l'emploi et la formation, l'inclusion, l'environnement, l'éthique, avec des accents particuliers sur l'éducation, la santé, la mobilité, l'agriculture, la défense. Plutôt que de tout passer en revue, je souhaite insister sur 3 axes qui traversent tous les chapitres. Ces axes sont l'expérimentation, le partage et la souveraineté. Expérimentation tout d'abord, car le sujet développé au départ par l'amour de la curiosité progresse encore et toujours par l'expérimentation. Pour nous approprier l'intelligence artificielle, il faudra beaucoup de recherche fondamentale et appliquée, de recherche interdisciplinaire que nous devons soutenir, d'une qualité d'environnement de nos chercheurs que nous devons améliorer de toute urgence. C'est aussi l'expérimentation en matière de société et de travail qui nous permettra d'aborder en confiance les bouleversements qui viendront dans notre société avec l'intelligence artificielle. Et notre avenir dépendra aussi de la façon dont nous apprendrons à nos enfants à expérimenter, à oser, à être créatifs. Deuxième mot-clé qui revient dans tous les chapitres, c'est le partage. Parce que le partage des connaissances est à la base du progrès scientifique et technologique. C'est un partage international, comme l'a encore rappelé le colloque de ce matin. Partage d'expériences entre Français et étrangers, mais aussi entre public et privé, des contacts interdisciplinaires, des cursus multispécialités, dialogue entre sciences dites dures et sciences dites humaines qu'il convient de renforcer, de même que nous devons renforcer les actions internationales et se rappeler que notre pays aime tellement être le lieu où le monde se rencontre pour partager les connaissances et penser à l'avenir. Partage entre experts et citoyens, partage des bienfaits pour tous, afin que le progrès technologique en la matière ne profite pas qu'aux happy few. Partage de l'action pour que ce ne soit pas une infime minorité qui préside aux destinées de ces nouvelles technologies. Renforcer en particulier l'implication des femmes dans nos cursus d'ingénieurs, de scientifiques, et travailler de façon générale pour avoir une représentation aussi diverse que possible dans les experts qui seront pilotes, pour chasser tous les biais également qui pourraient s'introduire et se reproduire à la suite de notre mise en algorithme de la société. Mais le partage, c'est aussi le partage des données au bénéfice commun, une nouvelle forme de solidarité, là où d'autres formes traditionnelles reposaient sur le partage du temps de travail ou sur le partage du risque. Maintenant, la mise en commun de données avec l'algorithmique permet de faire des progrès pour la société entière et il sera important que l'État joue son rôle pour faciliter cette communication entre données variées. Et le troisième axe, c'est celui de la souveraineté, ce qui ne veut pas dire dominer le monde, comme on l'entend dans la bouche de certains, mais ce qui veut dire ne pas se laisser imposer les choses. Protéger nos citoyens par la loi dans le beau cadre européen du règlement général de la protection des données, donner à notre nation l'expertise qui conviendra pour agir, influencer et protéger, avoir les moyens économiques, les moyens en ressources humaines, les moyens industriels et matériels, décider des secteurs que l'on favorise pour le bien public, décider des valeurs que nous inscrirons dans les algorithmes. Ne pas se laisser imposer des résultats algorithmiques sans les comprendre, travailler sur l'explicabilité, travailler sur la confiance et mettre en place les instances qui permettront le contrôle éthique indépendant, qui permettront de vérifier que les algorithmes sont bien ce que nous voulons qu'ils soient. Expérimentation, partage et souveraineté sont 3 thèmes où l'État, j'en suis persuadé, aura un rôle crucial à jouer.
l'État français, mais aussi bien sûr l'Europe, tant il est vrai que la France ne pourra tenir le rang auquel elle aspire en la matière sans le plein soutien de l'Europe et en premier plan de son voisin allemand. Monsieur le Président, c'est un grand honneur que de voir l'annonce de ce rapport se tenir juste avant votre discours de lancement de la stratégie nationale en la matière, la preuve que vous savez vous saisir de ce sujet sans attendre, pour sonner, j'en suis persuadé, le réveil de la France et le réveil de l'Europe. Merci Cédric. Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Anja Karliczek, qui est ministre fédérale allemande et qui nous fait le plaisir de venir partager sa vision. Et je pense que, comme le disait Cédric, c'est extrêmement important, le couple franco-allemand est extrêmement important dans cette course mondiale sur l'intelligence artificielle. Merci. Merci beaucoup. Sehr geehrter Herr Staatspräsident Macron, sehr geehrte Ministerinnen und Minister, sehr geehrter Herr Kommissar Moedas, sehr geehrter Herr Professor Viani, meine sehr geehrten Damen und Herren. Europa ist in Bewegung. Nicht nur Sie, Herr Staatspräsident Macron, haben den Schlüssel gefunden, Ihre Republik en marche zu versetzen. Auch die neue deutsche Regierung will einen Aufbruch für Europa und eine neue Dynamik für Deutschland und die deutsch-französische Zusammenarbeit entfachen. Es ist das erste Mal, dass ein deutscher Koalitionsvertrag mit dem Thema Europa startet. Darin bekennt sich die Bundesregierung zu allen wichtigen Themen Europas. Das ist eine klare proeuropäische Botschaft an unsere Partner in der Welt und eine entschlossene Antwort auf die Nationalisten und Populisten im eigenen Land. Die europäische Einigung ist ein großartiges Projekt, das wir weiter kontinuierlich verfolgen werden. Sie sichert uns nicht nur Frieden und Freiheit, sondern sie ist die Basis für wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Europas seit den 50er Jahren und sie ist unsere Zukunft. Ich bin davon überzeugt, um eine gute Entwicklung fortzusetzen, braucht es in Europa mehr und nicht weniger Vernetzung. Je enger wir über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, je mehr Waren, Dienstleistungen und Ideen wir austauschen, desto mehr Chancen entstehen für die Europäer, sich im globalen Geschehen zu behaupten. Es geht darum, in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung gute Wege zum Leben und Arbeiten zu sichern. Gute Beschäftigungschancen, ein höheres Bildungsniveau, Wohlstand und Sicherheit sowie ein längeres, gesünderes Leben, das sind unsere gemeinsamen Ziele. Vieles können wir gemeinsam gestalten, nicht alles. Wir halten in vielen Aufgabengebieten am Subsidiaritätsprinzip fest. Auch das ist in Deutschland eine Frage der Akzeptanz und des Zusammenhalts unserer nationalen Gesellschaften. Bildung und Forschung dagegen, wir sprachen heute Mittag schon darüber, Frau Vidal, laden zur europäischen Zusammenarbeit ein. Dabei denke ich nicht nur an die Millionen junger Menschen, die in den vergangenen 30 Jahren mit Hilfe von Erasmus in einem anderen Land gelernt, studiert oder gearbeitet haben. Ich denke daran, Wege zur Hochschulausbildung abzustimmen, Forschungsdaten auszutauschen, unsere Wissenschaft und Forschung zu vernetzen und vieles mehr. Unsere Regierungen sind bereit, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und als Impuls- und Ideengeber für wirtschaftliches Wachstum, Innovation und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa voranzugehen. Am 22. Januar dieses Jahres haben der Deutsche Bundestag und die französische Nationalversammlung eine gemeinsame Resolution zur Stärkung der deutsch-französischen Beziehungen verabschiedet. Das Ziel: eine Erneuerung des Élysée-Vertrages. Ich selbst war als Abgeordnete in der deutschen Delegation hier in Paris dabei.
Dies nun als Bundesministerin für Bildung und Forschung weiter zu gestalten, ist mir ein wichtiges Anliegen. Zwischen Berlin und Paris besteht eine verlässliche und intensive Zusammenarbeit. Es geht um politische und wirtschaftliche Souveränität für Europa, aber auch um Selbstbestimmung und gute Lebensqualität für den einzelnen Menschen. Damit das so bleibt, müssen wir verstärkt bahnbrechende Innovationen ermöglichen. Hierbei sollten wir all unsere Kräfte bündeln, ganz so, wie wir es im Bereich der künstlichen Intelligenz anstreben. Deswegen habe ich meine erste Auslandsreise im neuen Amt sehr gerne nach Paris unternommen. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, heute hier sein zu können, und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Neben der Freude, heute hier sein zu können, mischt sich aber auch der Wunsch, gerade in dieser Woche solidarisch an Ihrer Seite zu stehen, ein. Der heldenhafte Einsatz von Arnaud Bertrand bei einem feigen islamistischen Anschlag in der Nähe von Carcassonne und sein tragischer Tod wurde auch bei uns erschüttert aufgenommen. Wir trauern mit Ihnen um den Verlust dieses mutigen Polizisten. Er hat uns noch einmal gezeigt, wie wichtig es ist, uns gemeinsam gegen jegliche Art fanatischen religiösen Terrors zu engagieren. In diesen Gedanken schließe ich auch das Gedenken an Mireille Knoll ein, die ebenfalls diesem widerwärtigen Hass zum Opfer fiel. Doch dagegen stemmen wir uns heute durch das Zeichen einer intensiveren Zusammenarbeit für die Zukunft. Und ein Aspekt für die Zusammenarbeit ist eben die künstliche Intelligenz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie, ein Treiber für wirtschaftliche Entwicklung, ein Chancengeber für Forschung, Gesundheit und Mobilität. Künstliche Innovation hat das Potenzial, unser Leben innovativer, intelligenter, aber auch individueller zu machen. Fortschritte, die viele Menschen schätzen, die ihnen aber auch Sorge bereiten. Und daher ist es wichtig, einen gesellschaftlichen Dialog über künstliche Intelligenz zu führen. Denn eins steht für mich fest: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Technologie muss der Freund des Menschen sein, unser Leben vereinfachen, nicht bevormunden. Und hier ist die Politik gefordert, hier sind wir gemeinsam gefordert. Politik muss ihrem Gestaltungsanspruch gerecht werden, und das heißt auf der einen Seite Chancen nutzen, Risiken beherrschen, aber eben auch Standards setzen. Und diesen Gestaltungsanspruch hat die Bundesregierung und insbesondere gerade in diesem Bereich auch mein Ministerium. Deutschland und Frankreich müssen hier Positionen besetzen und mit anderen EU-Staaten und der EU-Kommission in einen intensiven Austausch treten über den technologischen Freiraum. Nicht alles, was möglich ist, darf auch zum Einsatz kommen. Wir brauchen ethische Leitplanken. Unsere Werte, unsere gemeinsamen Werte sind der Maßstab und die Entscheidungsgrundlage. Und dies adressiert mein Haus beispielsweise mit der seit 2017 bestehenden nationalen Plattform Lernende Systeme, wo wir uns gerade zu diesen Themen intensiv austauschen. Neben der gesellschaftlichen Komponente müssen wir auch die wirtschaftliche Seite im Blick haben. Künstliche Intelligenz kann sich zu einem der wichtigsten Treiber für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Europas entwickeln. Für den französischen wie deutschen Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort bietet das enorme Chancen. Wir wollen gemeinsam an der Spitze dieser Entwicklung mithalten. Und das Ministerium für Bildung und Forschung hat daher seit 30 Jahren in die Forschung künstlicher Intelligenz investiert. Mit Erfolg. Das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz ist das weltweit größte Institut auf diesem Gebiet. Mit rund 80 Unternehmensgründungen mit ca. 3.700 Mitarbeitern sind bereits aus diesem Zentrum hervorgegangen für die Wirtschaft. Mit diesem Zentrum und den Forschungsinstituten, die wir in Deutschland haben, Fraunhofer Gesellschaft, Max-Planck-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft, verfügt Deutschland heute über eine leistungsfähige Wissenschafts- und Forschungslandschaft
im Bereich der künstlichen Intelligenz, die eng mit der Industrie verbunden ist. Das ist wichtig. Diese Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist wichtig, denn die künstliche Intelligenz muss über das Forschungsthema hinaus wachsen, damit beispielsweise in Kernfeldern wie Automobil, Energie, Maschinenbau, Robotik, Medizin, Logistik, aber auch Banken- und Versicherungswesen die Wertschöpfung in Europa gehalten werden kann. Deutsche wie französische Unternehmen müssen sich gegen starke Mitbewerber aus USA und China behaupten. Wir wollen es schaffen, bei Softwarelösungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, noch innovativer und manchmal auch noch schneller die Wirtschaftsbranchen zu durchdringen, damit nicht nur große Player mit den Innovationen arbeiten können, sondern auch kleinere und mittelständische Unternehmen. Es geht darum, schnell mit einer neuen Idee eine Nische zu besetzen und das richtige Geschäftsmodell zum richtigen Zeitpunkt zu haben und dann aus der Nische herauszuwachsen. Auf unserer Agenda zur Förderung der künstlichen Intelligenz haben wir dabei insbesondere die Bereiche Gesundheit und Mobilität. Und daher freut es mich sehr, dass diese zwei Bereiche auch hier in Frankreich im Fokus stehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt die Chance, gemeinsame Schritte ins Auge zu fassen, damit wir bei der künstlichen Intelligenz weltweit mitgestalten können. Und ich wünsche mir, dass wir ein Netzwerk aus französischen und deutschen Exzellenzstandorten für die Forschung und Nutzung von künstlicher Intelligenz etablieren. Hierbei können wir beispielsweise unsere Big-Data-Zentren, die neu etablierten Zentren für maschinelles Lernen sowie weitere einschlägige Institutionen einbringen. Wir sprachen drüber. Auf dieser Basis stelle ich mir bilaterale Programme vor, bei denen Wissenschaft und Industrie aus beiden Ländern gemeinsam an konkreten Projekten arbeiten können. Wir beabsichtigen, diese Aktivitäten als Bausteine eines nationalen Aktionsplans künstliche Intelligenz einzubinden. Und zusammen mit den heute präsentierten Vorschlägen aus der französischen Strategie kann dies zu einer erfolgreichen Kooperation auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz führen. Unsere bilateralen Aktivitäten sollten wir selbstverständlich auch in den größeren europäischen Kontext stellen und damit auch anderen Partnern in Europa zu besprechen. Nur so können wir einen europäischen Weg zur Nutzung der künstlichen Intelligenz gestalten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit zu diesen und anderen Bildungs- und Forschungsthemen, denn die europäische Vernetzung in Wissenschaft und Forschung ist ein guter Weg, die Menschen mitzunehmen und Aufbruch zu erzeugen. Wir werden zeigen, dass wir als freiheitliche Gesellschaften die schöpferische Kraft mit gutem Leben verbinden können. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre fédérale. J'ai le plaisir, on va rester dans l'axe européen, puisque j'ai l'honneur d'accueillir sur scène Monsieur le Commissaire européen chargé de la recherche, de l'innovation et de la science, Monsieur Moedas. Bonjour. Monsieur le Président, mon cher ami Emmanuel Macron, Mesdames et Messieurs les ministres de la République française, Madame la ministre de l'Éducation et de la Recherche en Allemagne, mon cher ami Frédéric, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur que je suis présent aujourd'hui ici. La France, comme quelqu'un d'entre vous le savent, est un peu ma deuxième maison. La langue française est une passion et dans les derniers jours, mon cœur a été avec vous tous les jours. Je me sens très honoré pour deux raisons. D'abord parce que, Monsieur le Président, vous avez été le premier chef d'État à parler du besoin de changer radicalement notre façon de regarder l'innovation en Europe. Vous avez été d'ailleurs le premier chef d'État à parler d'innovation de rupture, cette innovation qui crée des emplois, qui crée des nouveaux marchés. J'ai souvent défendu qu'un des problèmes de l'innovation en Europe est de nature politique, car la plupart des chefs d'État et de gouvernement
ne s'intéresse pas à l'innovation. Mais votre discours à la Sorbonne, Monsieur le Président, a tout changé. Depuis lors, tous les leaders européens veulent parler de l'innovation. Vos mots ont le poids de changer les choses et nous devons en être fiers de vous en Europe. Je suis aussi très content d'être là pour Cédric Villani. Pour ceux qui ne le savent pas, Cédric a été pendant un an notre conseiller européen pour la science. Il nous a toujours aidé à observer et prendre en compte des faits scientifiques avant de proposer des législations européennes. Mais surtout, il s'agit d'un homme courageux. Il a compris que dans le monde que nous vivons aujourd'hui, les scientifiques ont aussi un rôle politique. Celui de connecter les citoyens et la science, d'expliquer l'importance des faits scientifiques, de la méthode scientifique, de la rigueur intellectuelle. Et cela n'est pas que de la responsabilité des leaders politiques, mais aussi des scientifiques. Cédric, tu n'as pas eu peur d'aller sur le devant de la scène et nous te remercions pour ton courage. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous notre vision européenne sur l'intelligence artificielle en 2 mots. Vous avez certainement discuté aujourd'hui beaucoup sur les choix technologiques. La technologie est la base, la science est la base. Mais aujourd'hui, pour moi, nous sommes confrontés à un choix bien plus important que le choix technologique. C'est le choix politique. Parce que mes amis, en dehors de cette salle, beaucoup de gens en Europe ont peur de l'intelligence artificielle. Il y a quelques jours, je suis sur Internet, j'ai fait une recherche, intelligence artificielle. Dans chaque 10 résultats, 9 étaient négatifs, étaient la panique, étaient l'hystérique sur qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. Vous s'en viendrez, comme je me souviens, il y a quelque temps, j'étais à Lisbonne, et du coup, je reçois la nouvelle qu'il y avait 2 ordinateurs aux États-Unis qui avaient commencé à parler entre eux sur un programme d'intelligence artificielle. Ils avaient développé un langage différent, un langage que eux, simplement eux-mêmes, comprenaient. Les gens ont paniqué et apparemment, ils avaient débranché les ordinateurs. C'est faux. C'était du fake news, comme on dit aujourd'hui. Donc le sujet de l'intelligence artificielle n'est pas que technologique. Il est aujourd'hui idéologique. Et c'est pour cela que nous devons faire les bons choix politiques pour le futur de nos enfants. Pour moi, nous avons 2 choix essentiels. Le premier, c'est quelle direction prendre pour l'intelligence artificielle en Europe. Le deuxième choix, c'est par rapport à la matière première, les données, les algorithmes. Tout d'abord, soyons clairs sur la direction. Nous voulons une intelligence artificielle qui soit complémentaire à l'être humain. Nous ne voulons pas en Europe une intelligence artificielle qui remplace l'être humain. Cela, c'est plus important. C'est pour moi le plus important choix qu'on doit faire politiquement. Et ton rapport, Cédric, est très clair. Parce que ton titre lui-même, c'est un choix politique de la France. Donner du sens à l'intelligence artificielle. Et ça nous paraît évident à nous, de tous les jours. Et je me souviens très bien, l'année dernière, il y a quelques mois, j'étais au Japon pour le G7 et j'étais avec une ministre française et on nous a montré des robots qui ressemblaient à des êtres humains, même dans la peau de ces robots. Et nous nous sommes regardés en toute connivence et nous nous sommes dit, on ne veut pas de ça en Europe. Je veux que mon médecin soit aidé par l'intelligence artificielle, mais je ne veux pas que mon médecin soit l'intelligence artificielle. Quand je sais que 60% des enfants qui rentrent aujourd'hui dans l'enseignement primaire iront travailler dans des professions qui n'existent pas encore, je veux que l'intelligence artificielle puisse m'aider à développer des nouvelles techniques d'enseignement, à développer de nouvelles professions. Et ta recommandation, Cédric, sur un labo public pour la transformation du travail, je pense qu'elle est essentielle, pas qu'au niveau de la France, mais au niveau de l'Europe. Le deuxième choix à prendre concerne les données. Et cela implique pour moi 2 pas. Un pas que personne n'a entendu parler. L'année dernière, entre tous les ministres de la science de l'Europe, nous avons décidé que nous voulons les données ouvertes, les open data, jusqu'à 2020. Personne n'en a parlé dans les journaux, dans la télé, mais c'était un des plus grands choix faits pour l'Europe. Et après, l'ouverture de ces boîtes noires que Cédric parle si bien dans son rapport. Et de plus en plus, je constate quelque chose d'intéressant. Tout le monde parle d'une course à l'intelligence artificielle mondiale, mais que veut-on dire
par là. Moi, je ne veux pas gagner cette course. Si pour certains, gagner la course, c'est permettre l'élaboration effrénée d'algorithmes biaisés par des données qui deviennent des véritables boîtes noires, pour nous, Européens, ce n'est pas ça. C'est l'élaboration d'algorithmes qui améliorent nos capacités, qui améliorent nos services, la santé, notre éducation. Si pour quelques-uns, gagner la course, c'est exploiter commercialement ou politiquement les données des citoyens sans leur consentement préalable, pour nous, Européens, c'est pas ça. Pour nous, c'est la transparence des données, la transparence des algorithmes et la finalité de leurs utilisations qui est importante. Il y a quelques années, beaucoup pensaient qu'une réglementation sur la protection des données, quand je suis arrivé à la Commission, était une idée mise en avant par quelques Européens rétrogrades. Mais il y a quelques jours, sur CNN, j'entendais, ce qui est très rare pour une chaîne américaine de télé, plusieurs spécialistes qui disaient « l'Europe est bien en avant. L'Europe a bien décidé, l'Europe a bien pensé sur la protection de données. Les machines n'ont pas une volonté propre. Les machines sont le produit des données, des algorithmes que nous, les humains, construisons. » Mesdames et messieurs, pour ceux qui, comme moi, sont passionnés de science-fiction, dans les années 50, il y avait ce bouquin qu'on appelait Fahrenheit 451, pour ceux qui l'ont lu, Ray Bradbury. Et Ray Bradbury, à un moment, il a reçu une lettre d'un ami qui était aussi un écrivain, qui s'appelait Brian Sibley. Et Brian Sibley lui dit « Tu sais, j'ai vraiment peur des robots. » Et touché par cette lettre, Bradbury lui répond dans une très belle lettre. Et je voulais finir avec ces mots. Il disait à son ami, et je cite, « Alors, c'est des robots que tu as peur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas créer avec eux? Moi, je n'ai pas peur des robots. J'ai peur des gens. Les machines, les robots seront toujours et seulement les résultats de la volonté humaine. » Fin de citation. Et je dirais que nous, Européens, notre volonté est claire. Nous voulons, comme tu l'as dit si bien, Cédric, donner un sens à l'intelligence artificielle pour améliorer notre vie, pour donner un sens à ce que nous faisons tous les jours. Merci. Merci beaucoup, monsieur le commissaire européen. Alors, nous allons avoir l'honneur maintenant de pouvoir écouter monsieur le président de la République qui va présenter la vision et la stratégie de la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame la ministre fédérale de l'Éducation et de la Recherche d'Allemagne, Monsieur le commissaire européen, cher Carlos, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le député Dany, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le recteur de Paris, Monsieur l'administrateur du Collège de France, Mesdames et Messieurs, chers amis. D'abord, je veux féliciter les organisateurs. Je pense que venir parler d'intelligence, et en particulier d'intelligence artificielle, au Collège de France n'est pas une mauvaise idée en soi. Et elle nous ramène à une histoire glorieuse de notre pays, à des choix profonds qui ont d'ailleurs été de rassembler, dans un traumatisme sur lequel il ne convient pas de revenir aujourd'hui quant à la relation entre la France et son université plus largement, mais de rassembler les plus grands esprits dans un lieu et de chercher à éclairer plus largement. Ensuite, j'ai compris, monsieur l'administrateur général, votre message. Il convient que je reprenne à la lettre les préconisations du lointain successeur de Claude Bernard pour m'assurer que la stratégie sera ainsi grandement poursuivie. Je n'en suis pas loin. Je veux en effet, avant toute chose, remercier les chercheurs éminents qui ont accepté de venir, pour certains dès hier et tout au long de cette journée, pour réfléchir, universitaires, chercheurs, entrepreneurs, start-upers, au-delà de toutes les barrières sectorielles, de tous les clivages qui parfois existent, de toutes les différences de conditions, pour partager la réflexion collective et, de manière complètement coopérative, aider à construire cette stratégie. L'intelligence artificielle, je dois le dire, donne, celui qui n'a qu'une formation philosophique et qui est donc toujours très admiratif devant les mathématiciens, les probabilistes et tous les
tous les grands scientifiques qu'il a devant lui, nous renvoie à ce qui serait l'hypothèse leibnizienne selon laquelle il y a plusieurs mondes possibles. Il y a chez Leibniz cette hypothèse que Dieu calculait pour nous le meilleur monde possible. Et il y a donc quelque chose d'une option presque prométhéenne qui nous permet de revisiter la conception du monde de Leibniz à travers l'intelligence artificielle qui nous donnerait la capacité de réaliser nous-mêmes ce calcul et à travers, en effet, des machines apprenantes, de pouvoir parcourir beaucoup plus rapidement les chemins du malheur pour choisir le bon chemin beaucoup plus tôt et beaucoup plus rapidement. C'est prométhéen dans ce que cela comporte d'ambivalence. C'est une chance inouïe d'accélérer le calcul réservé à Dieu chez Leibniz. C'est une responsabilité énorme d'avoir dans notre main cette possibilité de le faire. Et au fond, c'est un peu de tout cela dont nous devons parler aujourd'hui, et je crois un peu de cela dont vous avez largement parlé. Nul n'a envie de se priver de cette faculté. Mais chacun la considère au moment où elle lui est offerte avec un effroi légitime. Et je dirais quiconque ne ressentirait pas une forme de peur ou ne redouterait pas cette possibilité pourrait légitimement être jugé inconscient. L'intelligence artificielle trouve son origine dès le milieu du XXe siècle. Et l'explosion des puissances de calcul, la multiplication des volumes de données, l'essor rapide de nouveaux algorithmes ont fait entrer l'intelligence artificielle dans une nouvelle ère, qui est à la fois une révolution technologique, mais aussi économique, sociale et bien évidemment éthique. Et donc une révolution politique au sens premier, le plus plein du terme, si j'ose dire. Et cette révolution, elle ne se produira pas dans 50 ou 60 ans, elle est en train de se produire. Des nouvelles opportunités nous sont offertes, des choix sont déjà devant nous, de poursuivre ou non certains chemins d'innovation, de les encadrer, d'ouvrir ou non certaines possibilités qui nous sont offertes. Et donc, nous sommes déjà dans cette nouvelle grammaire que je viens d'évoquer, où nous devons articuler la radicalité de choix et d'innovation profonde technologique, sociale, économique, et la responsabilité de choix éthiques. Et c'est pourquoi je veux remercier tout particulièrement Cédric Villani d'avoir rendu à ce sujet un rapport extrêmement éclairant. À travers les 300 auditions qu'il a un instant rappelées, les réflexions préalables de France IA, que je remercie, de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, de la CNIL, et par ce travail à la fois de synthèse, d'audition et d'invention, parce que la réflexion en suppose, il a donné de l'intelligence artificielle une vision précise, débarrassée de préjugés anxiogènes, mais responsable. Et dans le dialogue qu'il a su mener dès le début avec les ministres, je remercie non seulement pour leur présence, mais leur action dès le début de ce travail, il a permis de faire émerger ces quelques lignes de force que je veux exposer devant vous aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'avoir une stratégie pensée d'en haut, si je puis dire, venant d'en haut, qui viendrait s'abattre sur ce qu'est l'intelligence artificielle. D'abord, ce serait vain de vouloir le faire dans un seul pays, et ensuite, ce serait contraire à la dynamique même de ce qu'est l'intelligence artificielle, dont l'une des forces est justement d'avoir donné le pouvoir aux multiples face à l'un. Et donc, il nous faut penser la capacité à en définir les règles et la stratégie, qui suppose un moment de synthèse et de décision démocratique, dans ce mouvement perpétuellement pensé par la multiplicité des acteurs et cette arborescence permanente qui passe par l'innovation de ce multiple. Autrement dit, nous devons tenir d'une seule main, en même temps, diraient certains, le progrès technique et le progrès humain, la transformation économique et la transformation sociale, et réussir à faire que cette utopie prométhéenne ne devienne pas une dystopie. Alors pour cela, il nous faut d'abord ne pas céder à ce qui a parfois été un tropisme européen, et je dirais presque souvent un tropisme français, qui est que la conscience parfaite et aiguë
de tous les effets non souhaitables d'une innovation puissent nous conduire à refuser de prime abord une innovation. Nous avons parfois ce défaut, nous l'avons eu dans notre vie industrielle ou d'innovation récente. Il ne faut pas y céder. Et donc je crois que la première chose sur laquelle nous devons nous mettre d'accord, c'est qu'il ne faut pas avoir peur et refuser le changement. D'abord parce qu'il est à l'œuvre partout, et parce qu'il peut conduire aussi au meilleur et à des innovations qui nous permettront de vivre mieux. Ensuite, il ne faut pour autant, c'est je crois le deuxième principe que nous devons nous fixer, pas être naïf et considérer que le changement, l'innovation technologique et ce mouvement qu'on n'arrive pas toujours à parfaitement synthétiser sur le plan conceptuel, portera en lui-même les conditions de sa propre régulation et donc sa bonne articulation avec le bien commun. Ça n'est pas vrai. Et nous vivons d'ailleurs dans un monde qui est plein des excès liés aux externalités négatives des changements contemporains et à l'incapacité que les acteurs multiples ont eu de penser la propre régulation, de penser, si je puis dire, le propre inhibiteur à leur action parfois, qui permet d'articuler les actions individuelles avec le bien commun. En la matière, je ne crois pas totalement à la parfaite composition des intérêts individuels et à la main invisible. Et donc, il ne faut ni avoir peur, ni être naïf, mais définir ce chemin de crête qui nous permettra d'avoir une stratégie pour l'intelligence artificielle. Cette stratégie, à mes yeux, elle passe par 4 éléments principaux qui procèdent largement du travail présenté par Cédric Villani et de ce que, ensemble, vous avez conçu. Le premier, c'est de nous mettre en situation de construire, ou je dirais plutôt de conforter, en France et en Europe, l'écosystème de l'intelligence artificielle et en particulier en ce qui concerne les talents, un véritable réseau de recherche et l'expérimentation. Le deuxième axe, c'est justement d'engager une politique résolue d'ouverture des données afin de favoriser l'émergence en France de champions de l'intelligence artificielle ou d'encourager leur développement. Le troisième axe, c'est d'avoir une stratégie à la fois de financement, de projet, une stratégie publique, française et européenne, qui nous permettent, dans certains secteurs, de développer, d'accélérer notre présence et de réussir pleinement dans la compétition internationale. Et de la santé à la mobilité, j'y reviendrai dans quelques instants. Et enfin, c'est de penser les termes d'un débat politique et éthique que l'intelligence artificielle alimente partout dans le monde, mais dont nous devons poser les termes, car il nous faut articuler une réflexion et des règles et une compréhension commune. Le premier pilier de cette stratégie, donc, c'est cet écosystème d'innovation dont nous avons absolument besoin. Plusieurs grandes disruptions technologiques ont ces dernières années, en effet, façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et en particulier la disruption numérique. Et parfois la France a tardé, et en la matière, et je dirais encore plus particulièrement pour l'intelligence artificielle, le retard dans la construction ou le parachèvement d'un écosystème adapté, c'est la certitude de manquer des opportunités et c'est prendre le risque de déjà perdre une bataille. Et donc la capacité à améliorer cet écosystème, ce sont des opportunités supplémentaires et ce sont plus de chances pour notre écosystème de formation, de recherche et notre écosystème économique de réussir. Nous avons des atouts pour réussir dans l'intelligence artificielle. Je sais être critique sur notre pays quand il le faut et considérer en face nos propres handicaps. En la matière, nous avons des atouts parce que nous avons d'ores et déjà des talents. Nous avons une excellence de la formation en sciences de l'informatique, en mathématiques. Notre rapporteur du jour ne dira pas le contraire. Et nous avons des talents qui ont essaimé et qui ont les uns et les autres, et plusieurs sont dans cette salle, en Europe comme au-delà de l'Europe, construit l'excellence en la matière. Ce sont des chercheurs, des entrepreneurs français qui ont aidé au pilotage automatique de nos avions, aux réalisations les plus parachevées des images synthétiques que nous pouvons voir, ou
aux théories les plus avancées qui ont permis la technologie des effets spéciaux. Ces talents, nous les avons. Ces écoles, nous les avons, cet écosystème, il est là. Il a d'ailleurs convaincu certains qui le connaissaient bien de revenir ou d'investir en France ces dernières années. Je pense en particulier à Facebook, Google, Samsung, DeepMind. Je remercie pour leur confiance parce qu'ils ont permis de fertiliser cet écosystème. Et c'est à cette excellence que nous devons les annonces d'implantation de ce jour, les centres de recherche de Samsung, Fujitsu, IBM, DeepMind, venant rejoindre ceux de Google ou Facebook, vont contribuer à créer en France un maillage de compétences, de laboratoires, d'expérimentation au meilleur niveau mondial, ce qui est un atout formidable. Cet atout, c'est l'intelligence française dans ces secteurs qui en est le responsable. Et c'est la capacité des dirigeants de laboratoires, d'écoles, d'universités, d'organismes qui a permis, durant ces dernières générations, de le consolider. Et de ça, je vous remercie profondément. Maintenant, j'entendais des inquiétudes exprimées par certains qui sont dans cette salle avec qui je discutais informellement hier, qui disent on arrive même presque à un point où notre capacité à former et garder dans cet écosystème public français les talents est à risque. Et donc nous devons entendre ce message et prendre nos responsabilités pour que cet écosystème puisse continuer à se développer et accélérer sa croissance sans être fragilisé. C'est pourquoi il nous faut prendre quelques décisions. La première, c'est que nous allons mettre en place un programme national pour l'intelligence artificielle. Il sera coordonné par l'INRIA, en lien avec les autres organismes de recherche partenaires et les universités liées, et il impliquera l'ensemble de la communauté scientifique française. Nous mettrons en place en particulier un réseau emblématique de 4 ou 5 instituts dédiés, ancrés dans des pôles universitaires et maillant le territoire français. Ces pôles, ils existent pour certains d'ores et déjà, nous ne partons pas de rien. Initiative Prairie à Paris, à Saclay avec l'Institut Data IA et le projet DigiHall. Et nous allons en développer en partenariat pour avoir justement ce réseau, cette communauté très ouverte, mais qui aura une interaction permanente et qui permettra d'amplifier, de consolider rapidement d'autres nœuds du futur réseau à Toulouse, à Grenoble et dans de nombreux autres sites. Ce réseau, connecté à l'écosystème français de recherche universitaire, sera le vaisseau amiral de la recherche publique française en matière d'intelligence artificielle et un élément essentiel dans la formation de nouveaux talents. Il aura vocation à accueillir des financements privés. Et je sais combien la ministre veille justement à ce bon partenariat et à ces équilibres. Et je veux ici saluer les partenaires industriels qui ont d'ores et déjà souhaité s'y associer, ce qui permettra de créer, au-delà de ce qui existe aujourd'hui, des chaires d'excellence qui nous permettront aussi de faire venir, pour un temps de leur carrière ou de manière plus stable, les meilleurs chercheurs ou chercheurs entrepreneurs du monde en la matière pour qu'ils viennent s'installer un temps en France. Je souhaite en particulier que ces projets soient tournés vers nos partenaires européens et en premier lieu vers l'Allemagne. C'est pourquoi une part des financements sera dès l'origine fléchée vers des projets franco-allemands en la matière. Nous devons également faire un effort tout particulier sur la formation. Il nous revient en effet de veiller à ce que l'université française fournisse à ce domaine de recherche les compétences nécessaires à la croissance de l'écosystème. Le premier enjeu de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale, ce sera celui des talents. C'est déjà celui des talents. Nous avons une attractivité par notre excellence parce que nous sommes moins chers que beaucoup d'autres, mais le risque est qu'il y ait un assèchement rapide de ce vivier, que plusieurs d'entre vous ont pointé. Si notre système d'enseignement supérieur ne s'est pas formé et attiré assez de techniciens, d'ingénieurs, de docteurs, pour alimenter le développement des laboratoires et des entreprises en France, pour garder aussi ces talents dans la formation des nouvelles générations, nous ne parviendrons pas à consolider cette conquête d'un horizon nouveau. C'est pourquoi nous doublerons le nombre d'étudiants formés à l'intelligence artificielle, depuis la licence jusqu'au doctorat, en passant par les formations professionnelles courtes, et prévoirons les financements qui correspondent à ce doublement. La France, pour tenir son rang, devra également rayonner au plan international. Je viens de l'évoquer, c'est la nécessité d'avoir des chaires individuelles pour attirer les meilleurs chercheurs.
ce sera aussi la mise en place d'une série d'appels à projets sur le mode de ce que nous avons fait avec Make Our Planet Great Again, autour de cette initiative consolidée par le CNRS, qui a permis, à travers des appels à projets, de sélectionner les meilleurs projets mondiaux et de financer de manière différentielle les meilleures recherches en la matière. Et donc attirer les meilleurs enseignants, enseignants-chercheurs, pour une part de leur carrière ou pour une année, attirer les meilleurs projets de recherche à travers ces sélections pour faire justement de la France un lieu d'attractivité et de compétitivité internationale en la matière. L'excellence de notre recherche sera le terreau de nos champions industriels futurs. Pour cela, nous devons augmenter drastiquement la porosité entre la recherche publique, indispensable, et le monde industriel. Peut-être encore plus dans le domaine de l'intelligence artificielle que dans d'autres, ce que nous avons connu durant les générations précédentes d'innovation. Et c'est pourquoi nous ferons, dans la loi Pacte à venir, que portera le ministre de l'économie et des finances, nous porterons une réforme travaillée de près avec la ministre de la Recherche, qui supprimera le passage obligatoire auprès de la commission de déontologie, ou qui autorisera un chercheur public à consacrer jusqu'à la moitié de son temps à une entité privée, alors qu'aujourd'hui c'est plafonné à 20%. Ce qui a conduit, et j'en ai eu la démonstration ces derniers jours dans les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, beaucoup trop de chercheurs à aller rejoindre des universités anglo-saxonnes qui leur permettaient cette souplesse, et en m'expliquant que c'était précisément pour cette souplesse qu'ils faisaient un tel choix. Parce que c'est dans cette fertilisation croisée que nous construirons un véritable écosystème de recherche. Et c'est parce que nous arriverons à construire ce va-et-vient, parce que nous créerons aussi un écosystème où les entrepreneurs se considèrent comme toujours liés à l'université et à l'organisme de recherche, parce qu'ils sont un peu les débiteurs moraux, si je puis dire, ou parce qu'on leur permet cette souplesse, d'être sûr que nos organismes de recherche, que notre formation garde cette excellence et cette capacité d'attraction. Je souhaite également, et c'est absolument clé pour que cet écosystème de l'intelligence artificielle soit pleinement adapté à nos défis contemporains, qu'on donne plus de place à l'expérimentation. Vous l'avez rappelé, monsieur le député, et je le dis ici très clairement, nous avons besoin aujourd'hui d'améliorer notre rapidité dans les délais, les autorisations en matière d'expérimentation, si nous voulons développer jusqu'au bout nos propres innovations ou les favoriser. Le temps aujourd'hui nécessaire pour tester une innovation en France, qu'il s'agisse d'un algorithme et de ses effets finaux sur tel ou tel débouché ou d'un médicament, il n'est pas toujours et tout à fait celui d'une économie de l'innovation. Je sais combien la ministre des Solidarités et de la Santé est également attachée à ce sujet. Je souhaite donc que nous puissions, à court terme, relancer d'ici l'été un appel à expérimentation afin d'introduire par amendement dans la loi Pacte des modifications législatives autorisant les expérimentations les plus significatives. Je souhaite donc que dans chaque secteur lié à l'intelligence artificielle, si des évolutions, des améliorations de nos dispositifs d'expérimentation sont souhaitées et relèvent de dispositions législatives, nous puissions l'examiner pour les modifier à l'été, comme nous allons le faire sur certains secteurs sur lesquels je reviendrai dans quelques instants. Au-delà, nous réformerons fondamentalement le programme France Expérimentation, monsieur le secrétaire d'État au numérique, qui doit devenir à la fois permanent et ancré dans les missions de chaque ministère. Cette capacité justement à diffuser l'expérimentation, l'innovation au cœur même de l'action de l'État est un élément essentiel pour réussir ce pari de l'intelligence artificielle qui est d'abord et avant tout un pari sur l'intelligence humaine, la capacité à former, à faire de la recherche, à aller plus vite dans celle-ci, à pouvoir expérimenter beaucoup plus rapidement. C'est en créant cette matrice puissante que nous serons en mesure d'entrer dans la compétition mondiale où les anglo-saxons et les chinois ont déjà investi massivement. Et cette avance n'est en rien une fatalité si nous arrivons à développer cet écosystème en France comme en Europe. Et c'est ce même combat de transformation de cet écosystème que je souhaite mener dans le cadre du prochain budget comme dans le cadre des discussions en cours au niveau européen. Le deuxième chantier qui doit être le nôtre, c'est celui des données. Vous en avez rappelé toute l'importance un instant, le commissaire aussi.
Et c'est un atout de la France. Nous avons des bases de données centralisées massives qui nous offrent l'opportunité de nous positionner à la pointe de l'intelligence artificielle dans certains secteurs. Beaucoup reprochent parfois à la France d'être un État jacobin. Cela a des avantages, c'est que c'est organisé, c'est structuré, et dans ces moments-là, cela peut être une chance. Il faut donc savoir l'utiliser. Alors, pour permettre que soient exploitées au mieux les données, nous allons méthodiquement mais résolument procéder à une ouverture proactive de nos données. Cela passe d'abord et avant tout par l'ouverture des données publiques. Nous continuerons de renforcer et d'élargir le service public de la donnée, c'est-à-dire la liste des bases publiques ouvertes et maintenues avec un très haut niveau de qualité, de fraîcheur de la donnée et de disponibilité du service. Des lois sont passées dans le quinquennat précédent qui ont défini le cadre. Il faut maintenant passer aux travaux pratiques et le secrétaire d'État, dans les prochains mois, continuera, en lien avec chacun des départements ministériels, à ouvrir justement ces données publiques et à en définir le cadre explicite. Nous ouvrirons également les données financées sur fonds publics, en particulier les données de santé, mais aussi les données des opérateurs de transport à des fins de recherche et d'intérêt général, ou encore par défaut les données issues des projets de recherche financés par l'État, par exemple dans le cadre du plan Open Science porté par la ministre Frédérique Vidal. C'est là aussi une manière, sur la base de données qui sont consolidées par des programmes financés par le public, de créer un cadre qui permet une accélération justement de nos innovations et de l'avancée en matière d'intelligence artificielle. Enfin, nous faciliterons la création de plateformes de partage de données entre acteurs publics et privés avec une logique sectorielle. Et il faut en effet que les acteurs économiques eux-mêmes aillent plus loin dans leur pratique de partage et de valorisation de leurs données. Et à l'image des réseaux, la valeur des jeux de données croît plus que proportionnellement, on le sait, à leur taille. Il faut donc qu'on arrive à convaincre et à créer le cadre dans plusieurs secteurs d'ouvrir les données entre des acteurs qui peuvent être en compétition, mais dont la coopération en matière d'ouverture peut permettre des innovations, une amélioration de leur productivité, de leur business model, des innovations profondément radicales, s'ils acceptent d'avoir une logique coopérative sur la base de ces plateformes. En matière agricole, par exemple, pour ne prendre qu'un secteur très concret, nous pouvons faire beaucoup mieux, avoir des innovations, on le sait, de rupture, parce qu'on a commencé à le faire dans certains sous-secteurs, si nous arrivons à ouvrir les données entre des PME qui sont aujourd'hui disséminées, à partager la donnée, à mieux modéliser et à faire fonctionner des modèles d'intelligence artificielle qui permettront d'aller beaucoup plus loin et de faire mieux. Nous ferons donc œuvre de pédagogie et de soutien à toutes les initiatives privées d'ouverture et d'échange pour que naisse dans tous les secteurs une économie ouverte de la data. Du secteur bancaire pour les données de transaction, à l'agriculture pour l'efficacité des pesticides, en passant par les données de tests de véhicules autonomes, c'est à une mobilisation générale autour de la donnée que j'appelle aujourd'hui. Ce travail sera accompagné aussi par cette culture de l'ouverture, la promotion des logiciels libres, partout où nous pouvons développer ces derniers. Corrélativement, je souhaite enfin que nous puissions ouvrir une réflexion à l'échelle européenne sur l'accès à des fins d'intérêt général, aux bases massives de données privées, notamment celles des très grands acteurs qui se trouvent en monopole de fait sur la collecte de certaines catégories de données. Parce que c'est une rente de situation que nous avons consolidée dans certains secteurs, qui crée une rente au carré, si je puis dire, de consolidation des données. Et il nous faut pouvoir l'ouvrir parce que ces données ont une part de bien collectif dont il faut que, à la fois la recherche, mais l'ensemble des conséquences et des innovations subséquentes puissent être partagées par l'ensemble de la population européenne. Cette politique d'ouverture des données est évidemment inconcevable sans un cadre européen protégeant les données personnelles et permettant la pleine valorisation de ces données à l'échelle européenne et pour l'espace européen. Les déboires récents de plusieurs réseaux sociaux mondiaux ont montré combien l'opinion publique et les usagers deviennent sensibles à l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles. C'est absolument légitime, parce que nous sommes à un moment de changement, et il s'agit ici de stigmatiser, de juger personne, mais on voit bien que
y compris dans les sociétés qui sont le plus attachées avant tout à la liberté, et qui peuvent accepter des choses que les préférences collectives européennes auraient refusées depuis longtemps, y compris dans ces sociétés-là, le rapport à la protection des données individuelles, au secret, est en train de se poser. Et donc, en même temps que nous ouvrons les données dans le cadre que j'évoquais, nous avons besoin d'en penser le cadre. Un des défis de l'intelligence artificielle est précisément, d'abord et avant tout, de ne pas confondre l'usage des données agrégées et l'intrusion dans les données personnelles. Cela suppose une réglementation très précise qui, sans empêcher les évolutions scientifiques, nous l'avons vu ce matin en matière médicale, on peut avoir énormément de données, toutes les données utiles sur le plan médical, mais préserver l'anonymat et ce qui relève du secret de l'individu. Et ce qui peut donner le meilleur sur le plan d'une innovation médicale qu'on a vue ce matin peut donner le pire si l'anonymat n'est pas préservé, et ça devient un instrument de sélection des contrats d'assurance aujourd'hui, de l'accès à l'éducation ou à l'emploi demain. Et donc ce cadre-là, nous devons le penser au niveau européen. Le règlement général sur la protection des données, qui entrera en vigueur en mai prochain, que vous avez évoqué, Monsieur le Commissaire, correspond à cette préoccupation. Et je veux ici saluer en effet l'immense travail qui a été fait. Mais nous devons aller plus loin, parce que nous jouons là une grande part de l'avenir même de l'intelligence artificielle. Au bout du bout, c'est du contrôle de notre propre vie, de nos choix implicites et explicites que nous parlons. Et je le dis ici, la voix européenne qui postule que chacun doit pouvoir rester maître de ses données est la bonne, et la seule qui puisse rendre acceptable pour nos concitoyens un développement réel de l'intelligence artificielle. Et c'est dans ce cadre que nous devons construire les prochaines étapes d'une réglementation qui permettra d'ouvrir en assurant la protection de chaque individu, la maîtrise des données. Et après, ce sera un sujet au détail, innovation par innovation, pratique par pratique, pour que cet usage soit sincère et permette à l'ensemble des industriels, des innovateurs, de se développer pleinement dans un cadre qui est transparent, loyal pour chaque citoyen. Mais nous devons aussi construire, en même temps que nous ouvrons justement ces données, le cadre d'une souveraineté européenne. Où seront processées ces données? Qui sont les acteurs qui les utiliseront? Est-ce que la réglementation à laquelle ils se réfèrent sera une réglementation sur laquelle nous avons prise ou pas? Ce sont des vrais sujets qui vont se poser, qui se posent d'ores et déjà aujourd'hui, et au cœur desquels se pose la construction d'une souveraineté numérique européenne. C'est cela la clé. En matière de fiscalité, en matière de régulation, en matière de droit et donc en matière d'acteurs, alors même que la recherche est toujours mondiale et parfaitement immédiate, ces traductions économiques et financières impliquent toujours de revenir à un moment donné à une forme de territorialisation. Et c'est cela ce que nous sommes en train, sans d'ailleurs nous le dire et sans avoir suffisamment, je dirais, une pensée holistique en la matière, nous devons réagréger aujourd'hui. Nous l'abordons de manière spécifique à chaque fois, selon qu'on parle de la fiscalité des GAFA, comme on dit, ou de la régulation des données individuelles, ou tel autre ou tel autre. Mais le vrai cadre est plus large. C'est que des acteurs mondiaux ont émergé parce que leur business était mondial, et il est mondial. Mais les conséquences restent nationales ou européennes, pour ce qui nous concerne. Et donc le cadre doit aussi pouvoir être national européen. Et la régulation qu'on y met, et en particulier sur les données, doivent pouvoir être nationale européenne. Et donc c'est cela ce qu'il nous faut inventer dans les prochains mois et prochaines années. Et vous voyez en ce titre que la stratégie que je présente aujourd'hui a l'humilité de souligner elle-même qu'elle a une part d'inachevé, puisque la France ne peut seule poursuivre ce chemin, mais je veux dire qu'elle est l'esprit que je poursuivrai dans les débats européens. Si je ne devais illustrer qu'un atout sectoriel de la France en matière de données et donc d'intelligence artificielle, ce serait justement celui de la santé. Dans le domaine de la santé, nous savons que le diagnostic médical, les protocoles de soins, la médecine prédictive et préventive sont en train de vivre des évolutions absolument radicales. Nous sommes en train, grâce à l'intelligence artificielle, d'aller vers des innovations qui permettront en effet de prévenir des pathologies et donc d'en réduire le coût complet de manière drastique, qui vont aller vers de la médecine individuelle qui permettra là aussi de réduire les coûts, d'améliorer notre condition de vie, notre longévité, mais la qualité de la vie. Et donc cette transformation est absolument radicale et elle va toucher tous les secteurs de la médecine.
Et les exemples sont trop nombreux pour être cités. Nous en avons vu ce matin à l'Institut Curie quelques-uns, de la détection précoce de tumeurs à la prévention des récidives, la thérapie génique ou l'immunothérapie, de l'identification des pathologies jusque-là considérées comme indétectables à la découverte de fonctionnements moléculaires inconnus. L'intelligence artificielle ne vient pas se substituer à toutes les innovations faites dans chacun de ces domaines, mais elle permet des sauts radicaux et elle permet très clairement d'aller dans la direction de l'individualisation et d'une médecine plus prédictive, comme je l'évoque. Elle est donc capable d'apporter des usages thérapeutiques et des bien-être aux patients fondamentaux. Et comme je l'évoquais, en la matière, nous avons un véritable avantage, c'est que nous possédons un système de santé, Madame la Ministre, très centralisé, avec des bases de données d'une richesse exceptionnelle, notamment celle de l'assurance maladie et des hôpitaux. Elles sont parmi les plus importantes au monde et mettent à notre portée des découvertes scientifiques majeures. Nous l'avons vu ce matin à l'Institut Curie, et d'ores et déjà, l'intelligence artificielle permet de mieux déceler des pathologies, de mieux traiter, nous l'avons vu, telle ou telle tumeur, de mieux déceler des arythmies cardiaques, d'assister de manière profonde des radiologues dans leurs travaux et de réduire les erreurs médicales profondément humaines qui, certes, sont très minoritaires, mais existent encore. L'intelligence artificielle ne se substituera pas ni aux médecins ni aux chercheurs, mais elle permet ce passage à l'échelle. C'est pourquoi nous devons tirer pleinement parti de notre avance en la matière. C'est pourquoi je veux que nous allions encore plus loin afin de tirer tout le parti possible des données à la disposition de la recherche. Nous avons créé en 2017 l'Institut national des données de santé, qui gère l'accès à la base de données de l'assurance maladie dans des conditions très protectrices pour l'anonymat et la sécurité des données des patients, et qui est totalement en conformité avec l'esprit que je viens d'évoquer. Je souhaite que nous puissions créer sur cette base un véritable hub des données de santé, structure partenariale entre producteurs et utilisateurs des données, qui pilotera l'enrichissement continu, mais aussi la valorisation du système national de données de santé, pour y inclure à terme l'ensemble des données remboursées par l'assurance maladie, en ajoutant les données cliniques des hôpitaux, les données de la médecine de ville, ainsi que les données de grande qualité, scientifiques et médicales, créées dans le cadre de cohortes nationales. Ce hub des données de santé nous permettra, dans un cadre parfaitement sécurisé, garantissant l'anonymat et le respect de chaque individu, d'avoir un espace de travail pour l'intelligence artificielle qui permettra d'accélérer les innovations que j'évoquais il y a un instant. L'ensemble des organismes de recherche français y auront leur part. J'évoquais tout à l'heure l'INRIA, le CNRS. Il est évident que l'INSERM aura une part essentielle dans ce travail. Et l'Institut national des données de santé continuera d'être le garant du respect des règles d'accès aux données de santé, parce que ces progrès n'auront pas lieu si nous ne sommes pas capables de garantir aux Français la confidentialité complète de leurs données individuelles. En chaînant et en enrichissant les informations, en travaillant sur de très larges volumes de données, en accélérant leur ouverture à des fins de recherche, j'en suis convaincu, nous inventerons la médecine de demain, ici en France. Et je souhaite à cet égard que l'infrastructure que nous mettrons en place soit en mesure de garantir à notre pays un juste retour économique et industriel, comme je l'évoquais, et ça relève de cette souveraineté que je mentionnais tout à l'heure. Et il est important aussi que dans les critères d'ouverture, nous ayons la possibilité d'avoir les innovations qui se déploient en France et en Europe sur le plan industriel, d'avoir aussi la création de valeur qui se fait là. Non, il y aurait une aberration à dire à nos concitoyens, nous avons une ressource formidable, elle va aider la recherche, très bien, mais elle va permettre de développer des acteurs extraordinaires qui vont créer des emplois, mais essentiellement à l'autre bout du monde. Il faut que là, nous ayons un principe de réalité aussi, et c'est l'approche de souveraineté que j'évoquais sur le plan économique, social, qui est indispensable. Ce défi est donc à notre portée et je souhaite très profondément que nous puissions le conduire dans les prochains mois. Nous sommes en effet à l'aube d'évolutions profondes et nous voyons que la dimension technologique doit être soutenue par un cadre réglementaire incitatif adapté. Ce qui confère au gouvernement, évidemment, un rôle accru dans ces révolutions technologiques.
Et je suis, à ce titre, déterminé à ne pas freiner ces progrès scientifiques par une anticipation et une adaptation insuffisante de la réglementation et de la régulation. C'est le pire des risques. Et donc, au contraire, je souhaite que l'État puisse intervenir en soutien résolu aux acteurs de cette transformation, mais en pensant le cadre, en le concevant et en organisant, j'y reviendrai dans quelques instants, les conditions d'un débat en permanence, transparent et démocratique sur toutes les conséquences qui en découlent. Et donc, nous allons à la fois ouvrir nos données et les différents secteurs à l'intelligence artificielle, et nous allons ouvrir notre société, qui adore cela, à toutes les controverses liées à l'intelligence artificielle. Le troisième pilier de notre action, c'est évidemment le cadre réglementaire et financier national et européen. Le cadre réglementaire d'abord, c'est qu'au-delà de justement ces ouvertures de données, il nous faut absolument créer les conditions d'émergence de ces plateformes transverses. J'ai évoqué la santé à l'instant. C'est le cas de l'énergie, de la défense, des mobilités, de la finance, de l'aéronautique, où là aussi, il nous faudra adapter le cadre réglementaire en France comme au niveau de l'Union européenne pour permettre l'émergence de ces plateformes et accélérer justement leur développement tout en pensant les règles et leur régulation. Et à ce titre, je veux prendre un exemple, expliquer en quoi l'État peut justement, sur ce cadre régulatoire, pleinement accompagner l'innovation. C'est l'exemple de la voiture autonome. Il faut reconnaître que jusqu'alors, la France avait collectivement peiné à se positionner parmi les leaders en matière d'expérimentation et de développement de la voiture autonome. Et je considère que c'est une bataille essentielle pour combler ce retard. La France est une grande nation automobile. Nous y avons notre rôle historique. Nous avons perdu, d'ailleurs, largement au profit de notre voisin allemand qui, au tournant des années 80, a fait des choix technologiques et de positionnement de gamme plus pertinents que nous, ce leadership. Nous pouvons le retrouver par le véhicule autonome et la capacité à en penser justement le cadre. Parce que la valeur va se redéployer différemment. Elle va se déployer de la voiture elle-même et de la partie mécanique vers la partie logicielle et l'intelligence des mobilités. C'est pourquoi nous publierons, courant avril, notre stratégie française pour le véhicule autonome, portée par Anne-Marie Idrac, que je remercie, avec l'ambition de positionner la France à la pointe de l'expérimentation et de l'industrialisation du véhicule autonome. Dès le début de l'année prochaine, nous disposerons du cadre législatif autorisant les expérimentations de niveau 4 qui sera inclus dans la loi Pacte. D'ici 2022, un cadre de régulation permettant la circulation des véhicules autonomes sera mis en place. En bout de chaîne, j'ai la volonté de poser au plus vite le cadre d'homologation des véhicules autonomes en mobilisant à la fois la puissance publique et le secteur privé. Parce que précisément ce mouvement du véhicule autonome exige une courbe d'apprentissage, nous financerons un programme national d'expérimentation en impliquant les territoires, les constructeurs et les équipementiers. Et donc nous aurons très rapidement des expérimentations sur des territoires qui seront volontaires en définissant le cadre juridique d'exception. Et je souhaite que nous puissions mettre autour de la table l'ensemble de ces acteurs nationaux pour travailler sur des sujets que sont justement les bases de données de test, la cartographie. Nous avons en la matière une stratégie française qui va donc se déployer, mais qui doit très rapidement devenir une stratégie franco-allemande et une stratégie européenne. Et là-dessus, le choix, il est dans la main de nos pays. Si nous faisons comme nous avons fait il y a 20 ans, la France et l'Allemagne se diviseront et elles se battront en Europe pour pousser des standards divergents. Et les gagnants seront chinois et américains. Et dans l'intelligence artificielle, il ne faut pas être grand clair pour le savoir. Soit nous décidons ensemble, ce qui sera mon souhait, de pousser des standards communs et de définir ensemble des standards, des acteurs communs pour définir une vraie cartographie, pour définir les vraies règles et la vraie création de valeur. En tout cas, c'est moi ce que je proposerai de manière résolue. Au niveau européen, ce sont ces règles nouvelles qu'il nous faut créer et ce cadre de déploiement. C'est pour moi au cœur de cette stratégie numérique que nous devons avoir, qui ne doit pas se contenter simplement d'une ouverture de nos frontières et de la création d'un marché domestique à 27, mais bien de la définition de standards communs à 27 et de la capacité à créer la normalisation européenne qui nous convient, parce que c'est le seul moyen de définir vraiment nos choix collectifs.
Nous l'avons fait dans d'autres moments de notre histoire. Il faut le faire aujourd'hui. Sinon, nous subirons soit les choix collectifs faits par des acteurs privés dominants, et c'est tout leur mérite, outre-Atlantique, soit par des acteurs publics dominants, asiatiques, qui sont en train de s'organiser pour le faire. Et donc, si nous voulons garder l'équilibre européen et la capacité à réguler qui est la nôtre, il faut absolument construire ce cadre de régulation. En matière de financement, nous devons aussi avoir une approche volontariste. L'intelligence artificielle sera le premier champ d'application du Fonds pour l'innovation et l'industrie de 10 milliards d'euros mis en place en début d'année. Sur les revenus de ce fonds, copiloté par le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, nous isolerons dès les prochains mois 100 millions d'euros destinés à l'amorçage et la croissance de nos start-up en intelligence artificielle. Plus globalement, il consacrera 70 millions d'euros par an, via la Banque publique d'investissement, à l'émergence de start-up dites Deep Technology dans notre pays. Les financements du programme d'investissement d'avenir, à hauteur de 400 millions d'euros, seront consacrés au financement des défis d'innovation, à la fois amont et aval, ou à des projets industriels dédiés à l'intelligence artificielle. Au total, ce sera un effort dédié d'1,5 milliard d'euros, entraînant directement plus de 500 millions d'euros d'investissements privés supplémentaires, qui sera mis en œuvre pour accompagner l'émergence de ce grand pôle mondial de l'intelligence artificielle. La clé, au-delà de ces choix assumés de politique publique, c'est évidemment que ces choix et que la visibilité soient donnés très tôt à la recherche publique et partenariale, qu'elle puisse ainsi déclencher les choix de recherche collaborative et d'investissement privé pour avoir l'effet de démultiplication derrière ces investissements et ces choix publics. J'ajoute à cet effort près de 800 millions d'euros que l'État investira d'ici 2024 dans la nanoélectronique, ingrédient essentiel au développement de l'intelligence artificielle. Je sais combien plusieurs dans cette salle sont attachés à cet écosystème. Au-delà de ces choix français, c'est le prochain cadre financier européen qui devra porter cette ambition de l'intelligence artificielle. Et monsieur le commissaire, vous savez que la France sera en soutien de vos propositions. Je considère que nous avons besoin d'un budget européen qui préserve toute l'ambition de ces politiques historiques, qu'il s'agisse de la PAC ou des fonds structurels, mais qui porte une ambition nouvelle, en particulier en matière d'innovation et d'innovation de rupture. C'est pourquoi j'ai des discours prononcés à la Sorbonne proposé que nous mettions en place une DARPA, ou l'équivalent d'une DARPA européenne, et que j'ai soutenu le rapport que vous avez présenté il y a quelques mois maintenant, en début d'année, qui propose justement des financements de l'innovation de rupture au niveau européen, la simplification des programmes de recherche européens en termes administratifs, autant de mesures en termes d'ambition, d'organisation que la France soutiendra pleinement parce qu'ils sont la condition de possibilité de l'émergence de cet écosystème et de la réussite de ces transformations que j'évoquais. Au-delà de cela, évidemment, l'État définit le cadre réglementaire, finance, et l'Europe avec lui. L'État doit lui-même s'adapter dans son organisation, dans ses politiques publiques, pour tirer parti de ce que l'intelligence artificielle présente et propose. En termes d'éducation, de formation, de politique de l'emploi, la révolution devant laquelle nous sommes, c'est celle qui va permettre, par l'intelligence artificielle, des modèles plus prédictifs, d'améliorer le rapprochement entre l'offre et la demande, d'améliorer le système de formation et l'adaptation de celui-ci, d'individualiser la capacité à former, et donc de permettre, par nos politiques publiques, de régler une partie des externalités négatives des disruptions technologiques. Et c'est cela dont nous avons besoin. Et si nous voulons convaincre nos concitoyens que ces disruptions technologiques ne sont pas vecteurs que d'un changement négatif et ne doivent pas nourrir que la peur, nous devons réussir à montrer par ces mêmes innovations qu'elles génèrent un bien-être pour eux quant à ces problèmes qu'elles ont engendrés. Aussi longtemps que nous ne verrons que les innovations technologiques qui détruisent des emplois dans les secteurs traditionnels localisés sur le terrain, ce sera une source d'effroi. Si nous arrivons par l'intelligence artificielle et avec ces mêmes acteurs et les start-up qui en émergent à montrer que
nous savons très rapidement prévoir les destructions d'emplois à venir dans telle ou telle région, mais aussi celles qui vont émerger compte tenu des qualités et des qualifications présentes dans cette région, et réorienter notre système de formation et de formation continue, individualiser la formation pour permettre de retourner vers l'emploi, dispositif qui existe d'ores et déjà technologiquement, il faut les déployer et les traduire dans nos politiques publiques. Nous changerons totalement le regard sur ces innovations, nous changerons totalement le rapport, la relation, l'expérience qui est faite par nos concitoyens avec l'intelligence artificielle. Et donc, c'est aussi cela le défi qui est posé à l'État et qui est absolument indispensable dans les domaines que je viens d'évoquer. Et c'est cette dynamique que nous continuerons à décliner et que le secrétaire d'État, Mounir Mahjoubi, justement, précisera avec une mobilisation nationale et une stratégie justement politique publique par politique publique pour en tirer toutes les conséquences. Enfin, le quatrième pilier de cette stratégie, c'est évidemment de définir les enjeux éthiques et politiques de l'intelligence artificielle. J'ai amplement parlé des innovations formidables que promet l'intelligence artificielle, du soutien massif que la France et je l'espère l'Europe seront résolus à lui apporter, et à quel point c'est un enjeu économique, scientifique, social essentiel. Mais une intelligence artificielle n'est rien d'autre que le projet qu'elle sert, dans les conditions définies par ceux qui l'ont programmée, sur la base des données qui lui ont été fournies. Et ces trois conditions dessinent, by design, si j'osais devant vous, le modèle d'intelligence artificielle que nous voulons voir exister. Ou plutôt, et beaucoup plus simplement, celle du modèle de société que nous voulons. Et en la matière, rien ne serait pire que de laisser ces choix à des entreprises privées ou à des systèmes autocratiques. Et donc, quand on parle d'éthique et de choix politiques sur l'intelligence artificielle, c'est justement de considérer qu'il y a un implicite derrière cette aventure qui est la nécessité de procéder à des choix profonds. Et comme je l'évoquais avec quelques-uns d'entre vous hier, nous avons, à mes yeux, trois défis qui sont extrêmement classiques lorsque des innovations de ce type apparaissent ou des grandes révolutions adviennent. Nous avons un choix en termes de conflit entre les valeurs et la technique. Nous avons une tension éthique sur le plan géographique et nous avons une tension temporelle. Nous nous retrouvons dans un système et une grammaire qui nous est familière à ce titre. Et c'est cela qu'il nous faut penser. Le choix entre valeurs et technique, c'est que, aussi longtemps que la technique sert le bien commun, il y a peu de conflits. Les innovations de santé que j'évoquais, une start-up qui va permettre cette médecine prédictive individuelle, il n'y aura pas de sujet. La tension éthique et le rapport à nos valeurs advient le jour où les acteurs qui l'utilisent ne respectent pas les valeurs collectives ou les préférences collectives qui sont les nôtres. Et donc, permettre à une start-up d'utiliser les données françaises pour permettre justement des innovations, une amélioration des patients français, tout le monde sera d'accord. Mais le jour où cette start-up est basée dans un pays qui ne respecte pas ou ne regarde pas, ne se considère pas comme obligé par ni le droit français ni le droit européen, et a des préférences collectives qui sont profondément différentes, nous aurons un problème. Et donc, ce sujet, c'est que préexistent à ces choix techniques des choix en termes de valeurs qu'il va nous falloir poser et constamment suivre. Ces valeurs sont celles que nous avons déjà commencé à explorer dans nos débats contemporains, le respect de la liberté individuelle, le respect de l'intimité et de ce qui relève justement de notre propre vie privée. Mais il y aura d'autres sujets de valeurs qui seront posés où des préférences auront à s'exprimer et ceci devra être discuté pour en définir le cadre. Et il nous faut garder la confiance démocratique de cette innovation. C'est la clé. Et donc, nous aurons des débats de valeurs sur ce sujet pour savoir où sont nos préférences et quelle est notre capacité à articuler la technique avec ces préférences. Mais il nous faut aussi s'assurer que ces évolutions techniques ne viennent jamais corrompre la confiance démocratique. Parce que le jour où un président de la République ne pourra plus expliquer à ses concitoyens les conséquences d'une innovation qu'il aura permise,
nous aurons un problème de confiance démocratique. Parce que les concitoyens diront, mais alors qui décide? Ça n'est donc plus vous, ça n'est donc plus les gens que nous élisons démocratiquement. Pour ce faire, il nous faudra mettre à la fois de la transparence et de la loyauté dans le système. De la transparence, c'est-à-dire que la clé est de mettre partout de la transparence publique sur les algorithmes. Rendre les algorithmes publics, s'assurer qu'ils sont utilisés en transparence, traquer leurs biais, ne pas leur confier le monopole de la décision, s'engager à les enrichir ou les compléter par la décision humaine. C'est tout cela que nous devrons faire dans les prochains mois et prochaines années. Cette transparence, elle suppose une interaction permanente entre l'intelligence artificielle et l'humain et les choix qui seront faits. Elle suppose des débats permanents, des corrections. Elle suppose qu'à partir du moment où on va mettre l'entrée à l'université, l'entrée dans une profession ou une formation, derrière un algorithme, la nécessité de rendre plus démocratique cet algorithme et donc de s'assurer de sa loyauté, de s'assurer de sa transparence complète et qu'il puisse y avoir un débat sur ses règles. Sinon, nous déléguons à l'algorithme le choix entre des priorités démocratiques. C'est pourquoi je souhaite que ce sujet soit au cœur de la recherche menée dans le cadre du programme coordonné par INRIA. Je suis tout à fait favorable à l'idée d'avoir un laboratoire ouvert en la matière et qu'il y ait, d'ailleurs, dans le croisement et l'interdisciplinarité des sciences humaines et de l'intelligence artificielle et de toutes les sciences dures mobilisées, la possibilité de confronter justement une réflexion sur l'éthique de l'usage, de progressivement construire les codes éthiques qui accompagneront ces usages indispensables. Et au cœur de cette réflexion, nous devons inscrire des engagements de non-discrimination sociale, ethnique, sexuelle, et l'État, pour ce qui le concerne, rendra donc par défaut public le code de tous les algorithmes qu'il serait amené à utiliser, au premier rang desquels, Madame la Ministre, celui de Parcoursup. Parce que je pense que c'est une pratique démocratique. Je vois qu'il y a des gens qui ont déposé les dossiers début mars, qui sont en attente des réponses et qui veulent d'ores et déjà essayer de voir l'intimité de l'algorithme pour déjouer éventuellement toutes les stratégies. Plus sérieusement, je pense que c'est essentiel et cela suppose donc un dialogue permanent, là aussi, mais qui est au cœur de ces innovations. Plus largement encore, je souhaite que soit engagée une réflexion européenne et internationale sur le contrôle et la certification des algorithmes, afin que l'Europe soit cet espace de liberté et de progrès, résistant à la fois à la privatisation opaque de l'intelligence artificielle ou à son usage potentiellement despotique, si on le laisse se concentrer dans des mains publiques qui relèvent de choix collectifs qui ne sont pas forcément les nôtres, pour parler en périphrase. C'est aussi un sujet que je veux discuter au-delà du cadre européen, au niveau international et en particulier avec nos amis canadiens, que je sais très engagés sur le sujet. Nous aurons l'occasion début avril d'avoir cet échange et je souhaite que nous puissions aller jusqu'à créer un GIEC de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire véritablement de créer une expertise mondiale indépendante qui puisse mesurer, organiser le débat collectif et démocratique sur les évolutions scientifiques de manière totalement autonome, de manière totalement indépendante et de nourrir le débat démocratique dont nous aurons besoin. Parce que l'un des sujets clés qui se fera jour et qui existe déjà, ce sera l'indépendance de la recherche et justement de la discussion qui aura cours autour non seulement des algorithmes, mais de toutes les réflexions autour de l'intelligence artificielle. Je crois donc qu'il revient aux États, aux puissances publiques, d'investir en la matière et de garantir le cadre mondial de cette indépendance à travers ce GIEC de l'intelligence artificielle. C'est une responsabilité morale, c'est aussi la garantie que nos démocraties ne succomberont pas en quelque sorte à un syndrome orwellien où la technologie n'est plus un instrument de liberté, mais une forme d'instance de contrôle, et cela suppose aussi toute l'interdisciplinarité que j'évoquais. Articuler ces valeurs et ces choix techniques, c'est aussi acter que nous avons besoin, dès l'éducation et tout au long de l'éducation, de mettre justement en œuvre ces choix de valeurs et de les rendre transparents. Et d'avoir dans nos formations, dans notre éducation aussi, le souci qu'il n'y ait pas une capture de ces innovations radicales et de cette intelligence artificielle par quelques-uns.
Parce qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit est un monde de superstars. C'est vrai pour le numérique, mais c'est encore plus vrai pour l'intelligence artificielle, où quelques-uns, et c'est leur mérite, et j'ai énormément de respect pour eux, parce que c'est le fruit d'une intelligence, d'un travail, parfois de chance, mais c'est là. Mais il y a une hyper-concentration, non seulement de la valeur créée, mais aussi de choix profonds qui ne sont pas que des choix entrepreneuriaux, qui sont des choix de société et peut-être de civilisation. C'est pour ça que j'en appelle à cette régulation, c'est pour ça qu'on a besoin de définir ces règles éthiques. Mais donc ça suppose aussi qu'on n'ait pas trop de ressemblance dans les acteurs qui sont à même de faire ces choix. Et donc il ne faut pas que les acteurs de l'intelligence artificielle soient par trop un peu ce que je suis devant vous, c'est-à-dire des mâles blancs quadragénaires. Parce qu'il en faut, je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assise, n'ayant pu changer de condition, mais je constate que dans ce secteur, il y a beaucoup de mâles blancs quadragénaires formés essentiellement quand même dans les grandes universités américaines ou européennes. Nous devons donc mobiliser davantage de formations scientifiques pour aller chercher justement plus de femmes, d'aller chercher aussi plus d'égalité, plus de diversité sociale. Je pense que dans le pari qui est le nôtre, il y a la nécessité d'avoir une inclusivité dans ces formations, parce qu'on le voit bien, ce sont des métiers critiques où des choix profonds sont aussi faits par les acteurs de chaque jour. Et donc, dans les stratégies que nous devons développer, nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas une concentration, justement, des talents, une concentration dans la main de quelques-uns. Enfin, nous avons à gérer, je le disais, la tension à la géographie et au temps. La tension à la géographie, c'est, comme je l'ai illustré à plusieurs reprises dans ce discours, ce phénomène est mondial, la recherche est par définition mondiale et elle doit absolument le rester. Les acteurs économiques sont devenus mondiaux, avec une vraie concentration justement et parfois des situations de fait monopolistiques. Or, les préférences collectives et les valeurs qui sont parfois bousculées par ces innovations restent nationales ou en tout cas régionales. Et c'est une réalité. Et c'est la première fois qu'à ce point, avec cette rapidité, nous avons l'émergence d'innovations économiques et industrielles et de changements aussi profonds qui se font sans les États, même parfois en contournement des États, et qui n'ont pas pensé leur propre cadre régulatoire. Et donc cette tension géographique, elle va à un moment devoir s'installer, et je pense que nous devons l'installer à travers le débat sur l'intelligence artificielle, parce que c'est la capacité de souveraineté. Qu'est-ce que c'est la souveraineté que j'ai plusieurs fois évoquée ici? C'est l'autonomie au sens strict du terme. C'est la capacité, avant tout, à choisir pour vous-même les normes auxquelles vous serez soumises. Et si vous renoncez à votre souveraineté, de fait, parce que vous acceptez qu'un phénomène est mondial et qu'en quelque sorte sa reterritorialisation vient bousculer des valeurs, mais c'est un phénomène que vous acceptez de ne pas toucher ou de subir, eh bien vous acceptez que les règles du jeu de votre quotidien sont décidées par d'autres. Et donc vous perdez votre autonomie sur des sujets majeurs. Et moi je crois dans l'autonomie et la souveraineté, parce que je crois dans des systèmes démocratiques, et on n'a quand même rien inventé de mieux. C'est les systèmes, pour reprendre des formules concernant le secteur, c'est le système le plus bottom-up de la Terre, la démocratie, parce que c'est les gens qui décident. Et donc je crois qu'il faut permettre l'ancrage démocratique de cette évolution en assurant donc les règles de transparence et de loyauté, mais en s'assurant aussi que cette tension entre un phénomène mondial et des préférences qui sont parfois nationales ou régionales soit préservée. Et donc nous allons rentrer aussi dans une phase où il nous faudra avoir ces débats démocratiques. Puis enfin, c'est une tension temporelle. Je ne peux pas finir ce propos sans l'évoquer. C'est notre responsabilité à tous. Ça va très vite. Les gens les plus talentueux pensent déjà le monde de demain ou d'après-demain. J'en ai donné une toute petite part, celle qui m'a été donnée de voir et de comprendre. D'autres sont déjà beaucoup plus loin en avance. Mais il y a 40% de notre population qui ne maîtrise pas l'accès à ces technologies ou qui en a peur. Et on ne peut pas construire des choix démocratiques éclairés si on reste dans cette situation, parce qu'il y a une phase de digestion démocratique qui va avec les usages de toute la population, en tout cas d'une large majorité, et l'accélération de nos technologies. Et donc il va nous falloir articuler collectivement, et ça c'est entre les acteurs industriels, économiques, les chercheurs et
les acteurs étatiques ou européens internationaux. Il va nous falloir trouver l'équilibre dans cette tension permanente qui sera la nôtre sur ce sujet, où chaque jour nous aurons le sentiment d'être Prométhée, mais où il nous faudra avoir, comme disait Rimbaud, la dure réalité à étreindre paysan. Et Prométhée finit mal quand il oublie le paysan, surtout dans les démocraties. Et donc, cette tension-là, il nous faudra aussi la vivre. Et on n'est pas forcément le plus moderne quand on oublie son voisin de palier. Et donc, parce qu'on vit à la fin avec son voisin de palier. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut aussi penser dans les innovations qui sont les nôtres. Et donc, c'est ce cadre qui suppose évidemment d'investir massivement dans la diffusion technologique et dans l'éducation. Et c'est le choix que nous avons fait depuis l'été dernier, dès la maternelle et tout au long de la formation jusqu'au supérieur, d'avoir ce choix de former aussi aux pratiques numériques. Nous allons introduire aussi une formation à l'éthique liée au numérique, parce que nous avons besoin aussi que nos futurs concitoyens soient formés à ces transformations. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai déjà été très long, mais c'est un continent que vous m'avez proposé avec vous d'embrasser. Au fond, nous en revenons à une nouvelle étape très cartésienne de cette faculté d'être maître et possesseur de la nature. Et c'est dans cet équilibre qu'il faut toujours jouer et construire notre action. La stratégie que je viens de présenter et qui procède des travaux que nombre d'entre vous, ici, dans cet amphithéâtre, avez construits, elle sera constamment à revoir. Et ça n'est pas un objet vertical et figé, parce que dans 6 mois, 1 an, il faudra l'adapter, le transformer, le bousculer. Mais je crois que, à date, ces 4 piliers que j'ai présentés sont les 4 convictions profondes qui vont présider à nos choix, nos investissements, l'esprit de nos lois et l'engagement de la France. Et je l'espère très profondément, l'engagement de l'Europe pour réussir justement cette aventure de l'intelligence artificielle. Et donc, vous l'avez compris, je souhaite que la France soit l'un des leaders de cette intelligence artificielle. Je souhaite que l'Europe soit l'un des leaders de cette intelligence artificielle. Nous en avons les moyens et nous allons en créer les conditions. D'abord parce que je pense que c'est bon pour notre pays. Ensuite parce que je pense que ça crée des opportunités. Enfin parce que je pense qu'il n'y a aucune chance de prétendre en contrôler les effets ou avoir son mot à dire sur tel ou tel effet pervers si on a raté la bataille du début, c'est-à-dire d'être un acteur de cette aventure. Et donc, je ferai tout pour que nous réussissions, pour que nous soyons dans l'excellence de la formation, de la recherche et de l'excellence économique et industrielle dans la matière. Et je ferai tout pour que nous soyons aussi le lieu où l'on pense de manière coopérative, ouverte, entre toutes les sciences, entre nos concitoyens et les acteurs de justement cette transformation, pour qu'on pense l'intelligence artificielle, ses conséquences, sa place dans la société, parce que ce sera le meilleur moyen de réfléchir ensemble à la société que nous voulons construire. Merci pour votre engagement, et comme vous l'avez compris, vous pouvez compter sur moi, je le dis ici sans aucune innocence, pour construire la véritable renaissance dont l'Europe a besoin. Merci à vous.